Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinar donc, en compagnie de Virtuosa. Donc, je suis accompagné de Guillaume et de Sam qui seront présents donc avec moi pour cette intervention. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous confirmer sur le chat si vous nous entendez correctement, si vous nous voyez bien? OK, super. Eh ben, écoutez, parfait. Vous êtes, déjà assez nombreux, donc il est, tout juste 14 heures, donc j'imagine qu'il y a encore un petit peu de monde qui va se connecter. Donc je vous propose qu'on commence doucement, déjà peut-être par faire un petit tour de table pour se présenter, et ensuite on vous présentera du coup l'ordre du jour, de ce webinaire. Peut-être pour, je vais commencer comme c'est moi qui ai, la parole. Donc, Nicolas, moi je suis cofondateur de Scaling. Il y en a certains, qui, doivent, me connaître ou avec lesquels j'ai peut-être déjà eu le plaisir d'échanger. Voilà, et donc aujourd'hui c'est, essentiellement donc, Guillaume et Sam, de Virtuosa, donc, qui est, donc un client de Scaling, qui vont témoigner du coup sur, leur retour d'expérience. Donc, Guillaume, peut-être je te laisse la main pour te présenter rapidement? Mmh. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Guillaume, ça va faire un peu plus d'un an maintenant que je suis chez Virtuosa. Et donc, de manière générale, comme tous les autres CSM chez Virtuosa, j'ai un portefeuille de 150 à 200 clients dont je m'occupe. Et alors, de manière plus particulière, ici au niveau du projet Scaling, je me suis occupé du choix de la solution et de la mise en place et du paramétrage du programme. Voilà. Et moi, c'est Sam. Je suis arrivé en tant que junior chez Virtuosa. Je suis CSM aussi. Et voilà, j'ai pareil comme Guillaume, un portefeuille allant de 150 à 200 clients. Moi, je suis plus focus sur le marketing et la communication vers les clients. Et donc, tout ce qui est un peu message in-app. Mais j'utilise aussi du coup Scaling tous les jours. Et on est une équipe assez soudés dans tous les petits changements ou quoi. Donc voilà, on a eu l'occasion de tous voir un petit peu comment mettre en place Scaling. Et ça a été un échange très intéressant. Donc on est ravis d'être là pour en parler aujourd'hui. Eh beh, écoutez, ravi aussi. Merci à tous les 2 d'être présents. Et donc, peut-être pour commencer, une petite question, c'est-à-dire que vous êtes, très nombreux à vous être inscrits, vous êtes 200. Au début, on avait pris, la formule pour avoir, 100 personnes sur ce webinaire. On a vu qu'on arrivait, aux limites, on est passé, à 200 et on a, rapidement donc atteint notre quota de 200 personnes, et c'est vrai que c'est plutôt plus que ce qu'on fait, d'habitude, où en général, voilà, quand on a 100 participants à un webinar, on est déjà content. Et donc du coup, j'ai une petite question, et donc je vais lancer un sondage par rapport à ça. C'est pour savoir où est-ce que vous avez entendu parler de ce webinar? Donc, normalement, je viens de publier le sondage en question. Est-ce que, du coup, vous le visualisez correctement ou pas? Alors Naomi qui ne nous entend pas, a priori le son est OK, pour les autres participants. Je ne sais pas si c'est un souci de son de votre côté ou pas. Hem, En tout cas, du coup, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour, en attendant du coup que vous puissiez, contribuer à ce sondage-là, et du coup, je vais laisser la parole à Sam pour, présenter l'agenda. Donc ouais, voilà, merci Nico. On va présenter un peu les différentes étapes de croissance de Virtuosa, donc par les phases de réflexion par lesquelles on est passé, qui ont accompagné du coup chacune de ces étapes, parce qu'effectivement c'est une croissance super rapide, et donc on est très content de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Qui dit croissance dit phase de goulot, un moment d'étranglement, et donc de recherche de solutions. Donc c'est ça aussi qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver peut-être de près ou de loin dans ces problématiques. Et du coup, suite à ça, la mise en place d'un parcours client automatisé, enfin plutôt 2 parcours clients, grâce à Scaling justement. Donc, on va voir aussi un peu comment ça s'est concrétisé chez nous avec la réalité de notre clientèle, mais en essayant de voir de loin aussi comment ça peut servir à tout le monde. Et donc, pour ça, on va parler un peu de la méthodologie. Ça, c'est Guillaume qui nous expliquera un peu comment les dispositifs actuels sont mis en place, comment ils ont été pensés, et aussi ce qui a évolué, parce qu'on fait évoluer ça très fréquemment, vu qu'on continue de grandir et qu'on continue d'apprendre tous les jours. Et donc, on pourra terminer par une petite phase de conseil
pour la mise en place de parcours automatisés chez vous, en tenant compte évidemment des réalités qu'on a rencontrées nous. Donc, c'est toujours à mettre un petit peu en perspective avec le milieu de chacun, mais je pense que c'est toujours intéressant du coup pour tout le monde d'avoir un peu des retours d'expérience à ce niveau-là. Ça marche. Bah, écoute, merci pour cette intro. Et donc, du coup, juste avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc un mot sur Scaling, je vais être assez rapide. Donc, Scaling, c'est ce qu'on appelle donc une Customer Success Platform. Donc, une Customer Success Platform, c'est une sorte de CRM qui est dédié au Customer Success, qui donc est uniquement focus sur tout ce qui se passe après la signature, donc après la signature d'un nouveau client. Et globalement, ça permet essentiellement 3 choses. Ça permet d'avoir, une vision 360 de ses clients sur tous les points de contact, c'est-à-dire, finalement que vous échangez avec vos clients par mail, via votre outil de ticketing, qui se connecte à votre plateforme et cetera. Tout ça, c'est des informations que vous avez, généralement sur des environnements qui sont des environnements distincts. Ça permet de les centraliser sur une seule plateforme pour avoir cette vision 360. Le fait d'avoir accès à toutes ces datas nous permet de calculer un score de santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la particularité de Scaling, c'est d'avoir un score de santé qui est basé sur l'IA, et qui se différencie un peu des approches traditionnelles en matière de score de santé. On pourra en reparler pour ceux que ça intéresse et on aura d'autres webinars, qui seront dédiés à ce sujet. Et bien sûr, le 3e pilier d'une plateforme Customer Success, bah, c'est la capacité à activer à travers de l'alerting, à travers des playbooks, des plans d'action, de façon, standardisée afin finalement, de gérer plus efficacement son portefeuille client et finalement d'arriver à gagner du temps, sur, les tâches, opérationnelles, parfois un peu chronophages et répétitives, pour, être davantage focus sur, son métier de Customer Success Manager. Donc voilà pour moi et du coup, je te redonne la parole, Sam, pour présenter le Merci. contexte Virtuosa. Du coup, ouais, Virtuosa, c'est une entreprise qui a 2 ans d'existence à peine. C'est un programme qui a vu le jour dans une société de construction, donc chez Di Filippo, une boîte que notre patron Anthony avait mis sur pied lui-même. Donc, il a au sein de cette entreprise développé son propre programme de gestion interne. Et puis, en le développant toujours de plus en plus avec le développeur Kevin, qui travaille encore avec nous aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça a vraiment pris source là comme ça. Puis ils se sont associés avec Dominique Pellegrino. Et à 3, ils ont proposé ça à l'ensemble du secteur de la construction. Et donc, ça fait pas longtemps que c'est sur le marché, façon de parler. Et ce qui est impressionnant, effectivement, c'est que ça n'arrête pas de toucher de plus en plus de clients, de parler à de plus en plus de monde. On s'étend énormément aussi dans l'Europe. Enfin, on vient d'ouvrir des bureaux à Paris, en Suisse. On n'arrête pas de se développer comme ça. Cette année, on a triplé notre nombre de clients par rapport à l'année précédente et tout ça. Donc, on n'arrête pas d'engager aussi. On vise les 100 collaborateurs courant 2023 en fonction des besoins, bien évidemment. Le but, c'est de faire ça toujours intelligemment. Et on compte aujourd'hui plus ou moins 2500 clients de notre solution de suivi de chantier. Donc, c'est ça qui nous a forcé à établir vraiment des stratégies de plus en plus performantes et en même temps qui nous permettent de garder un travail de qualité et toujours aussi humain avec notre clientèle. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'est vraiment un secteur dans lequel on a besoin d'avoir un contact avec nos clients. Et donc, voilà, il y a toutes ces notions d'automatisation, mais tout en restant toujours connecté vraiment à ce secteur très particulier qui est celui de la construction. OK, donc en tout cas, forte traction, de votre côté avec, cette multiplication, du nombre de clients par 3 en 1 an et du coup finalement une lancée du produit qui est quand même, relativement jeune. Mhm. Effectivement, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes, étapes, voilà, en termes d'outils, par lesquels vous êtes, passés depuis votre lancement? Exactement. Donc en fait, en 2020, on était sur le CRM Team Leader qui faisait très bien le boulot, hein, pour tout l'aspect notamment commercial. Donc toutes les ventes passaient par là et nous-mêmes en tant que CS, on avait une vue là-dessus. On s'en servait aussi pour faire du support avec un système de tickets. Donc on travaillait tous de près ou de loin avec Team Leader pour ceux qui connaissent.
Et ça fonctionnait très bien jusqu'à un certain stade, quand on a vraiment voulu tous, au sein de chaque département, se spécialiser un petit peu, tout en gardant une synergie vraiment entre chaque département et arriver à trouver un espèce de système qui fonctionne et qui est fluide de transfert d'informations de chaque département à un autre. Là, on commençait à se poser des questions de, tiens, est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment? Et donc, on a déjà sorti le support de Team Leader en passant par Intercom. Donc, on a mis en place Intercom dans l'entreprise. Et on s'en sert aussi pour tout ce qui est communication in-app, donc les banners, les posts, et évidemment, du coup, le support qui est vraiment le gros point de Intercom. Et une fois qu'on avait Team Leader et Intercom, ça me manquait aussi de lien entre les deux. Nous, en tant que CSM, on jonglait en permanence entre Team Leader, Intercom et plein d'autres petites solutions comme ça à droite à gauche. Et donc, on avait en permanence 15 onglets ouverts d'une page à l'autre, autant d'identifiants pour se connecter un peu partout, et pas forcément un point relais entre tout qui nous servait à analyser quelles interactions ont été faites avec les clients, par qui. Si un sales a communiqué avec un de nos clients, on doit aller voir dans Team Leader, mais pour répondre aux clients, on doit aller dans Intercom, et puis il y a notre boîte mail, et puis enfin voilà. Et donc, on arrivait vraiment à un moment où il fallait que chaque département puisse continuer à se spécialiser tout en pouvant communiquer avec les autres. Et donc, on a vraiment réfléchi à ce moment-là. Ça s'est passé en plusieurs mois, mais c'est vraiment en juillet 2022 qu'on est passé officiellement sur HubSpot pour avoir vraiment une vue globale qui va dans le détail avec un tracking des mails, etc. Donc, il y a vraiment plein d'avantages que nous ont offert HubSpot pour ça. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé à ce qu'on appelle le goulot d'étranglement, parce que HubSpot avait ses qualités, mais certaines limites pour le CSM, enfin pour le job de CSM au quotidien. Et du coup, voilà, sont arrivées à ce moment-là plein de questions. Et ça, je pense que Nicolas, c'est vraiment quelque chose que tu connais bien, que certains de vos clients doivent rencontrer aussi au quotidien. Et donc, je te laisse expliquer peut-être cette partie-là, qu'est le goulot d'étranglement dans une entreprise. Ouais, ça marche, merci. Du coup, en fait, ouais, cette phase de goulot, c'est un phénomène qui est assez classique en customer success. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes passé par différentes étapes. Mais en fait, en customer success, on a et de manière générale, on va dire dans le SaaS, il y a des particularités qui sont, finalement assez mal adressées par, des CRM classiques. C'est valable pour HubSpot, c'est valable pour, Salesforce et cetera. Hem, finalement, l'incapacité des CRM, notamment à traiter tout ce qui est lié aux données d'usage. Et donc en fait, assez rapidement, les équipes customer success se retrouvent à avoir, une certaine partie des informations dans un CRM, doivent se connecter dans leur back office, pour avoir accès aux données d'usage de leurs clients, savoir qui fait quoi finalement avec leur plateforme. Potentiellement, elles utilisent un troisième outil, comme c'était le cas pour Virtuosa, donc en l'occurrence Intercom, pour gérer la partie support. Voilà, parfois, les CSM ne connectent pas leur boîte mail, au CRM et cetera. Et donc en fait, très rapidement, on se retrouve comme ça à naviguer entre, 3-4 outils différents, pour, gérer sa relation client. Et ça, évidemment, c'est pas optimal. Ça fait, que, les équipes se retrouvent, à passer déjà beaucoup de temps à aller, sur chacun des outils pour consolider, l'information. Comme on leur demande du reporting au-dessus, souvent, elles se retrouvent, du coup à saisir de l'information dans des fichiers Excel, pour, remonter, pour reporter à la direction et cetera. Et donc, mmh, non seulement ça leur prend un temps de dingue, de faire tout ça, mais en plus ça les place dans une situation où en fait elles sont toujours en asynchrone par rapport à l'information. Et en fait, potentiellement c'est au moment du reporting, que je fais tous les mois, que je m'aperçois qu'en fait, j'ai un client qui est, en carafe, pardonnez-moi, l'expression, mais depuis 3 semaines. Et en fait, ça, j'aurais pu le détecter et agir bien plus vite. Voilà. Et donc du coup, les équipes CS se retrouvent souvent un peu en mode pompier, voilà, dans l'incapacité d'anticiper. Et donc cette espèce de cercle vicieux qui s'installe, en fait, assez vite. C'est-à-dire, j'ai pas de vision client 360, du coup, j'ai toujours un temps de retard, j'arrive pas à anticiper correctement. Et in fine, c'est, plutôt nocif pour le business puisque, alors au mieux, je détecte pas suffisamment bien les opportunités upsell, cross-sell, chez mes clients. Au pire, à un moment, je vais recevoir un courrier, recommandé d'un client, qui arrête sa relation parce que, tout simplement, il n'a pas su trouver la valeur, suffisamment vite. Et il n'a pas eu envie d'essayer plus longtemps. Donc ça, c'est le triptyque qui arrive, très régulièrement en customer success et du coup, auquel les plateformes de customer success permettent, de répondre de façon efficace.
coup, je te redonne la Ouais. main peut-être, Guillaume, pour, expliquer comment vous avez, structuré par la suite, votre démarche Customer Success. Exactement. Donc là, à ce moment-là, on se retrouvait avec Intercom pour le support, avec HubSpot pour la partie plus sales, marketing et CRM. Et donc, on avait besoin de cette manque, enfin, tous ces outils qu'on devait consulter en tant que CSM pour pouvoir gérer nos clients. Et on avait clairement ce manque de vue de 360 qui était crucial pour nous pour pouvoir justement anticiper et savoir quel client contacter au bon moment. Et donc, on a regardé un petit peu les différentes solutions CSM qui étaient disponibles. Et rapidement, on est tombé sur Scaling. Scaling qui répondait quand même à nos attentes. On souhaitait d'avoir un programme qui était facile à mettre en place, qui pouvait s'interconnecter avec les outils déjà existants chez nous, donc HubSpot, Intercom, entre autres. Et ce qui nous manquait également au niveau HubSpot, c'était l'information sur l'utilisation de ce que les clients faisaient de notre plateforme. Donc, il y a la possibilité dans Scaling de traquer l'utilisation de chacune des fonctionnalités. Et ça nous manquait, c'était crucial pour nous. On avait déjà un outil qui nous permettait de voir en interne l'utilisation des différentes fonctionnalités par nos clients, mais c'était encore un outil supplémentaire. On avait vraiment ce besoin d'avoir une vue 360. Et donc, on a mis en place Scaling, c'était au mois d'août. Ça a été assez rapide, puisqu'il y a des interconnexions très faciles, que ce soit avec Intercom, HubSpot. La mise en place de l'outil de tracking, c'est très vite mis en place. Et puis, on a commencé à l'utiliser. Puis, au mois de septembre, voilà, Intercom, les clients étaient de plus en plus habitués à utiliser cette petite bulle de chat d'Intercom, et donc de plus en plus de tickets arrivaient. Et donc là, on a mis en place une équipe support dédiée vraiment pour nous décharger les CSM du support pour qu'on puisse se focaliser vraiment sur le success. Et puis, voilà, ça a bien fonctionné pendant plusieurs semaines. Et puis, on s'est dit comment on peut optimiser tout ça. Et là, on a mis en place les premiers playbooks au mois de novembre, où là, l'idée, c'était que Scaling nous remonte l'information, nous crée des tâches automatiquement par rapport aux besoins des clients, que ce soit des clients en démarrage, des clients qui sont déjà en adoption. On verra les différents statuts après. Et donc, qui nous permettent de suivre en fait cette liste de tâches et d'avoir des alertes pour éviter, nous, de devoir aller rechercher l'information. C'est vraiment Scaling qui analyse l'utilisation des clients et qui, en fonction des besoins, nous remonte l'info comme quoi, attention, ce client-là, il faut le contacter pour telle ou telle raison. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc, on va dire entre le mois d'août et ici, fin d'année, on a vraiment mis en place Scaling, d'abord de manière plus simple et de manière plus poussée. Voilà. Ça Et marche. voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Guillaume, pardon? Non. OK, il m'a semblé. Ça marche. Du coup, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous avez, en bas à droite de votre écran, un petit module qui permet de poser des questions, donc n'hésitez pas. On a prévu, différents, interstices, pour répondre à vos questions. Donc je vois notamment qu'il y a, Olivier, salut Olivier, qui nous a posé une question, qui va plutôt s'adresser du coup, à vous côté, Virtuosa. Bonjour, est-ce que HubSpot est venu en remplacement ou en complément d'Intercom? C'est en complément. Donc, on a vraiment Intercom pour la partie support et les messages NAP. Et on a HubSpot pour toute la partie sales, marketing et pour le CRM de manière générale. Donc, c'est vraiment deux outils qui sont complémentaires. Ouais. OK, ça marche. Merci pour ton retour et du coup donc, hem, si en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui arrivent, petit sondage. Donc tout à l'heure, on a évoqué finalement, les 3 pain points, les plus, classiques finalement, en customer success. Donc du coup, je vous pose la question, quelles sont les problématiques qui s'appliquent aussi chez vous? Voilà, on en a évoqué 3, l'absence de vision client 360, le manque d'anticipation et le fait d'agir un peu en mode pompier et le fait de manquer des opportunités. Donc ça peut être, une ou plusieurs de ces réponses. Voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir, comment vous viviez les choses, en tout cas de votre côté. Et puis, en attendant, je vous propose qu'on continue le déroulé de cette presse. De toute façon, je pense que vous voyez les résultats des sondages, Ouais. apparaître de votre côté.
Mais pour l'instant, c'est vraiment l'absence de vision client 360 et le manque d'anticipation qui ressortent en première réponse. Et le fait de manquer des opportunités semble un petit peu plus secondaire, en tout cas dans vos organisations. Donc on va attendre de voir si ça se stabilise, mais c'est un peu la tendance que ça prend. Du coup, est-ce qu'il y a de nouvelles questions qui sont arrivées? Alors oui, il y a des nouvelles questions. Donc, je vais regarder. Donc, combien de temps a pris la mise en place du monitoring de l'usage? Fort impact auprès des équipes techniques. Alors, je peux peut-être la prendre, celle-ci. Enfin, vous me direz si ça a été différent pour vous. Mais globalement, la mise en place du tracking, il y a 2 façons de le faire. La façon qu'on propose de façon standard, c'est de déployer un tag, qui est un tag JavaScript que vous posez sur votre application. Donc vous donnez ça à votre équipe technique. C'est peu ou prou, techniquement la même chose que poser un tag Google Analytics sur un site internet. Et ça, c'est quelque chose qui prend à peu près 2 heures, voilà, à votre équipe technique pour être déployé. Après, il y a, une version un peu plus sophistiquée, c'est le server-side tracking, donc qui est, dédié à des, équipes techniques un peu plus puristes. Je dis ça, en souriant, mais c'est un peu le sujet. Et donc voilà, donc là, ça peut être 1 à 2 jours de déploiement, mais vraiment, nous, ce qu'on propose par défaut, c'est le tracking en mode, JS, et ça prend 2 heures. Je confirme, hein, on avait, nous, déterminé plus ou moins 20 points 20 coups de sonde, on va dire, dans l'utilisation de nos clients, et ça a pris, oui, c'est ça, 2, 3 heures, grand maximum. Le plus dur, c'est de savoir au bon endroit, enfin, où placer au bon endroit, en fait. Donc, voilà. Yes. Ensuite, nous avons une question de François. Quels sont les événements d'usage pour déclencher vos alertes et vos playbooks? Alors, moi, je peux peut-être faire un premier niveau de réponse, parce que, Guillaume et Sam rentreront un peu plus dans le détail justement des playbooks qui ont été mis en place, et notamment des playbooks qui sont liés à de l'alerting. Mais la réponse, générale par rapport à ça, c'est que, tous les événements qu'on collecte, peuvent permettre de déclencher des alertes et des playbooks. Les alertes et les playbooks, elles peuvent être déclenchées en fait essentiellement à 2 niveaux. Ça peut être soit des alertes qui sont vraiment au niveau du contact, soit des alertes qui sont au niveau du compte. Donc, par exemple, je veux déclencher un playbook. Si mon client X ne s'est pas connecté depuis 15 jours, je vais pouvoir déclencher un playbook et donc un scénario en fonction de ça. Mais je vais pouvoir rentrer plus finement au niveau du contact en disant, voilà, si c'est un contact particulier, donc par exemple mon champion qui ne s'est pas connecté depuis 15 jours, ou qui n'a pas utilisé même une feature spécifique depuis un certain temps, je vais pouvoir déclencher un playbook. Donc il y a beaucoup de possibilités et de, différents niveaux de granularité qui sont possibles par rapport à ça. Je ne sais pas si, Guillaume ou Sam, si vous voulez rebondir ou si, vous gardez finalement la Oui, bah, je présentation pense des que, playbooks, voilà, oui, on va présenter les playbooks après, comment on a mis en place, nous, ces enfin, ces différents process, quoi. Donc, je pense que ce sera plus clair avec les petits schémas qu'on présentera après. ouais, Donc, ça voilà. marche, OK. Est-ce Alors, question de Ridge, est-ce vous qui définissez les critères d'analyse via Scaling pour recevoir ensuite les notifications des clients à contacter? Si oui, quels critères? Alors, c'est une question qui est relativement vaste. En gros, il y a 2 choses. Heu, les playbooks, c'est des choses qui vont pouvoir se déclencher, donc soit à partir de données qui vont être des données brutes, sur lesquelles il n'y a pas d'interprétation de la part de Scaling. C'est-à-dire, voilà, l'exemple que je donnais tout à l'heure, une personne qui s'est pas connectée depuis X jours, je veux déclencher un playbook. Pas d'interprétation de scaling, on prend un message, vous fixez la règle dans la plateforme et le playbook se déclenche selon la règle qui a été définie. Là où il peut y avoir du coup de l'interprétation et de l'intelligence derrière, c'est au niveau du score de santé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous définissez un playbook qui est basé, sur la baisse du score de santé ou le fait que votre client rentre dans la zone rouge en termes de score de santé, là effectivement c'est des métriques qui sont plus nombreuses et qui sont, analysées par Scaling. Alors pour des questions de temps, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail là-dessus, mais en gros, sur cette partie score de santé,
on analyse 4 typologies, on prend 4 typologies de métriques en compte. Des métriques qui sont liées aux interactions que vous avez ou non avec vos clients. Est-ce que vous interagissez régulièrement avec eux? Est-ce que vous êtes en maîtrise de plusieurs contacts, très dépendant d'un seul contact? Est-ce que vous maîtrisez le décisionnaire? Est-ce que le décisionnaire est impliqué sur notamment des rendez-vous, des QBR, et cetera, que vous faites avec votre client? Est-ce que les échanges que vous avez avec eux se passent bien? On utilise une techno qui permet de détecter l'émotion dominante de vos clients dans les messages que vous échangez. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les interactions. Ensuite, on a effectivement tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qui est lié à l'usage. Est-ce que vos clients utilisent votre plateforme, j'allais dire correctement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un usage à la fois large et profond de la solution? Quand je dis large, c'est pareil. Est-ce que tous les utilisateurs qui sont supposés se connectent? Est-ce qu'ils utilisent bien la plateforme? Et est-ce que quand ils viennent, ils restent sur des fonctionnalités un peu basiques ou est-ce qu'ils vont aller sur des fonctionnalités plus avancées, etc. Donc, on va analyser ces deux niveaux-là et on va regarder du coup quelles sont les tendances qui sont associées à ça. Est-ce qu'ils en font de plus en plus et est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire ou à l'inverse, est-ce qu'on est sur plutôt des tendances baissières? Donc ça, c'est la deuxième catégorie de critères. Troisième catégorie de critères, c'est ce qui est lié au contrat. Est-ce que c'est un client qui est historiquement fidèle? Est-ce que son contrat est encore le projette avec vous sur du long terme? Est-ce que son contrat a pris de la valeur ou pas? En 2023, on voudrait aussi intégrer des indicateurs de santé financière dans cette partie-là. Et quatrième critère, c'est la partie, ce qu'on appelle le CSM Pulse, donc le sentiment du CSM lui-même par rapport à son propre compte. Et du coup, ces informations-là vont être prises en compte, calculées, analysées par notre IA, et c'est ça qui va permettre de calculer le score de santé. François, où sont hébergées les données que Scaling récupère? Eh bien, comme nos amis de Virtuosa, en Belgique. Donc, on travaille, on est très Google. Donc, nous, on est Google Cloud à fond. Et donc, c'est le data center principal qui est à Saint-Herblain, en Belgique. Ridge, pardon, j'avais oublié quelques mots. Est-ce que vous définissez ces critères d'analyse via Scaling pour recevoir ensuite les notifications? Je pense du coup avoir répondu à cette question. OK. Comment Scaling est interfacé avec nos outils SaaS Segment? C'est une bonne question. Segment fait partie des solutions avec lesquelles on est interfacé. Donc si vous utilisez Segment, ça peut effectivement éviter la pose d'un tracker comme Virtuosa a dû le faire. Mais voilà, tout le monde n'a pas Segment. Mais en l'occurrence, nous, effectivement, on a une intégration native avec Segment. Est-ce qu'on a un outil d'emailing intégré? Nous, l'optique, c'est plutôt de faire partir des emails directement de la boîte des CSM eux-mêmes. Finalement, l'objectif, c'est de simuler une relation 100% humaine qui, en fait, est partiellement automatisée. Et donc, l'idée, c'est que ce soit des mails qui partent du coup de la boîte des CSM et qui, du coup, ont la même allure que ce soit Sam qui l'écrive directement ou que ce soit Sam via Scaling dans un playbook, ça ressemblera à la même chose dans la boîte mail, dans la boîte de réception du contact. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Je vous propose peut-être qu'on passe à la suite. Est-ce que Scaling s'intègre aussi avec Zendesk? Oui. Et voilà. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite pour rester dans le timing qu'on s'est donné et que vous ayez le temps d'aller jusqu'au bout. Du coup, Sam, c'est toi qui reprends la parole sur ça? Donc, effectivement, le premier point, c'est standardiser les parcours pour tous les CSM. Effectivement, il y avait cette volonté de créer vraiment un cadre et d'assurer une constance au niveau de la qualité des suivis. Et donc, même si chez Virtuosa, on nous donne vraiment une bonne autonomie et une pleine confiance dans notre manière d'aborder les clients, etc., on se rend compte que c'est plus facile de faire un suivi des équipes, de chaque CSM et de nous faire monter en puissance, chacun en fonction de nos forces et de nos faiblesses, en standardisant un minimum les choses et donc en laissant toujours la place au côté humain et à certaines autonomies, mais en mettant quand même un process par écrit.
et à plat qu'on va essayer de suivre, quoi. Et donc, ça a été un bon exercice pour nous, cette notion de playbook, parce que on a chacun un peu notre manière parfois de s'exprimer à un client ou de laisser tel ou tel délai entre telle ou telle action. Et donc, voilà, il a fallu uniformiser ça. Ça, c'était vraiment un prérequis, un des premiers, quoi. Et puis automatiser, mais pas à outrance, ça rejoint un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec la notion de, comme notre programme s'adresse au secteur de la construction, c'est des gens qui font leur devis et leur facture parfois le soir, c'est des gens qui sont sur chantier, qui ont besoin d'avoir une réponse au téléphone, même si on essaye de vraiment limiter le support par téléphone, on ne fait pas de support par téléphone à proprement parler, donc on essaie d'être disponible, etc. Mais le but est quand même d'automatiser tout un aspect de notre communication vers notre secteur pour vraiment privilégier ces moments de visio qu'on organise avec nos clients, nos suivis en one-to-one, vraiment essayer de garder cet aspect humain, mais automatiser tout le reste pour justement qu'on puisse tous se focus uniquement sur ces moments privilégiés qu'on a avec notre clientèle. Donc le contact humain plus la visio, ça c'est dans 100% des cas. On laisse personne de côté, il n'y a pas un client à qui on va pas proposer une visio. C'est vraiment du plus petit au plus gros client, on a ce contact au moins une fois et souvent même plusieurs fois. Et donc, voilà, c'est vraiment tout le reste qu'il faut automatiser grâce au playbook. Donc, les playbooks doivent venir être complémentaires avec notre façon de nous exprimer à notre secteur. Et donc, on voulait mettre le paquet sur l'onboarding pour rendre les clients autonomes. Pourquoi ? Parce qu'au début, comme un petit peu dans le sondage tout à l'heure, on était plus en mode pompier. Même énormément en mode pompier, et donc c'était plus de la réaction plutôt qu'être proactif. Et donc voilà, on voulait que nos playbooks nous servent à l'onboarding plutôt que vraiment gérer des playbooks finalement pour gérer les clients qui sont at risk ou qui sont en ghost ou qui sont en churn. Voilà, on voulait un playbook, être sûr et certain qu'on avait vraiment toutes les bonnes automatisations là où il faut pour avoir une bonne prise de contact au bon moment avec le client quand il rentre dans la solution, mais qu'il a eu juste le temps nécessaire pour peut-être paramétrer une ou deux choses. Enfin voilà, il y avait plein de questions à se poser à ce niveau-là. Donc ça arrivait fréquemment dans les discussions de playbook onboarding. Et puis le but, c'est de limiter les contacts par la suite, puisqu'on n'est pas une boîte de service à proprement parler. On ne va pas commencer à faire des visios tout le temps, on ne peut pas se le permettre. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à rendre super optimal le premier contact qu'on a avec le client pour que son onboarding se fasse bien et pour pouvoir le laisser un peu plus en autonomie par la suite et ainsi pouvoir augmenter les portefeuilles clients de chaque CSM et sans que ce soit vraiment en train de déborder de partout, si on peut dire, quoi. Donc voilà, il y avait vraiment toute cette notion, tous ces petits critères qui sont en fait des gros critères à prendre en compte pour arriver à créer quelque chose qui soit automatique et qui soit fluide en même temps tout en restant humain et naturel, quoi. Ça marche. Merci. Du coup, Guillaume, peut-être que tu peux présenter de façon très Oui, concrète la méthodologie que vous avez utilisée et présenter, donc peut-être passer rapidement sur la méthodo et pour décrire ensuite très concrètement les playbooks que vous avez mis en place. exactement. Donc ici, voilà, on se retrouvait avec une grosse masse de clients qui avaient été signés par nos sales, donc il fallait les gérer toujours donc, de manière humaine. Et donc, on a classé nos clients en deux grosses catégories, donc ceux qui sont en onboarding. Et là, on s'est dit que voilà, c'est en général de 0 à 2 mois, donc on les laisse 2 mois pour s'onboarder, et puis ils passent en adoption une fois qu'ils ont voilà, que leurs besoins principaux soient couverts et qu'ils soient satisfaits et à l'aise avec la solution. Donc là, c'est vraiment les deux grandes parties, onboarding puis adoption. Ensuite, à chaque étape du parcours, c'est important d'identifier les besoins et les tâches à réaliser. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, eh bien, on a pu mettre en place des playbooks pour pouvoir nous aider justement à remonter l'info, à ce que Scaling nous avertisse et nous crée des tâches automatiquement donc pour chaque CSM sur les clients à contacter en priorité. Donc, comme ça, on ne perd plus de temps à aller rechercher l'information à gauche, à droite. Et donc, ça nous permet vraiment de prioriser les clients à contacter, donc les clients en onboarding, les clients qui sont un peu en perdition, et voilà, et de ne pas spécialement contacter de manière proactive les clients pour qui ça va très très bien. Se focaliser vraiment sur les clients qui en ont besoin. Et puis, du coup, si tu vas sur le slide après, voilà. Donc là, si on prend un petit peu plus de détails sur le process qui a été mis en place pour
chacune des deux parties, donc onboarding et adoption. Au niveau onboarding, comment ça se passe? Eh bien, le client, donc, il a signé son contrat, il a son environnement Virtuosa. Et donc là, la première étape, donc la première tâche qui arrive chez le CSM, c'est le premier call de suivi. Donc, on trouve important de contacter nos clients par téléphone parce qu'encore une fois, c'est lié au secteur. On a des clients qui sont peut-être pas à l'aise avec les visios, avec l'ordinateur. Par contre, le téléphone, là, c'est leur outil de travail principal, on va dire. Et donc, on les appelle, on les call pour se présenter en tant que CSM et leur expliquer notre rôle dans le cadre de leur démarrage et de leur utilisation de Virtuosa. Et pour leur indiquer que voilà, c'est intéressant de réaliser un suivi avec eux, un suivi en visio. Et là, on aborde le fait de pouvoir réaliser des partages d'écran pour leur montrer directement, visuellement dans leur Virtuosa, comment bien démarrer. Donc ça, on a une première tâche, premier call de suivi. Et ensuite, la deuxième tâche, c'est suivi de démarrage. Et là, c'est une tâche qui va se reporter de suivi en suivi, donc de visio en visio, et où on va permettre d'indiquer les objectifs du client. Pourquoi ils ont choisi Virtuosa? Virtuosa, voilà, il y a plein de fonctionnalités. Alors, les clients ont des attentes, chaque client a un petit peu des attentes qui lui sont propres. Et donc là, lors du premier call de suivi, on détermine les premières visio de démarrage, on détermine les attentes du client. Et puis, au fur et à mesure des visios, on peut s'assurer que Virtuosa répond à ces attentes. Et une fois que les objectifs principaux sont atteints, eh bien là, ils passent en adoption. Après, au niveau, donc la partie à droite, on a Alert Onboarding. En fait, l'idée, c'est de pouvoir nous avertir si jamais un client qui est en onboarding ne se connecte pas depuis au minimum 15 jours. Et là, c'est grâce à la remontée justement de données d'utilisation dans Scaling qu'on peut mettre en place ce playbook. Si le client en onboarding ne s'est pas connecté depuis 15 jours, on a une alerte pour pouvoir le contacter directement. On ne veut vraiment pas le lâcher dans ces 2 mois de démarrage, on ne veut vraiment pas le lâcher. Et donc là, il y a une alerte qui apparaît automatiquement sous forme d'une tâche. Et là, on le contacte directement pour savoir pourquoi il ne s'est pas connecté. Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Voilà, ça va. Et Ensuite, pour compléter juste oui, sur ça, en fait, ce qui est intéressant en termes de playbook, c'est toujours d'avoir effectivement de combiner 2 approches, c'est-à-dire une approche qui est vraiment une approche basée sur les cycles de vie. Donc là, c'est la partie de gauche. OK, je suis à l'étape d'onboarding, quelles sont les étapes que je dois réaliser? Et d'avoir derrière des playbooks qui sont des playbooks fil rouge en mode alerting, juste voilà pour remonter s'il y a des signaux préoccupants qui arrivent sur un client en particulier pour pouvoir réagir vite à une situation particulière. exactement. Voilà, et maintenant on peut passer à l'adoption. Donc là, la phase d'adoption, c'est-à-dire que le client, il est démarré, il a une utilisation courante de l'application et on a quand même mis 2 moments clés dans le cadre, donc c'est des abonnements de 1 an chez nous. Donc à 6 mois, donc à la moitié de son abonnement, on a un petit call du CSM pour s'assurer que tout va bien, pour s'assurer qu'il n'y a pas de questions, pour s'assurer qu'il n'y a pas des projets en cours où on pourrait éventuellement détecter de l'upsell, des nouveaux utilisateurs, des fonctionnalités qu'ils souhaitent mettre en place en plus, donc lui proposer des packs complémentaires. Et alors, 1 mois avant le renouvellement, idem, voir si tout va toujours bien pour éviter d'avoir la surprise justement d'avoir ce renom qui arrive alors qu'on aurait peut-être pu justement éviter d'avoir ce churn. Donc c'est vraiment 2 points clés, 2 points de contact sur l'année pour nos clients en adoption. Et alors, comme pour la phase d'onboarding, eh bien, on a un playbook d'alerte qui nous avertit si jamais on a déterminé que l'alerte pour nous, c'est si le client ne fait pas de devis depuis 20 jours. Voilà, c'est une alerte. Il y a 2 premiers mails qui sont envoyés pour essayer de le relancer sans pour autant que le CS ne doive intervenir. Si malgré ces 2 mails, le client n'a toujours pas créé de nouveau devis, à ce moment-là, il y a une tâche qui se crée pour le CS pour contacter ce client. Là, il y a 2 cas de figure. Soit le client, il dit oui, effectivement, je n'ai plus été
beaucoup sur Virtuosa parce que j'ai une bonne raison, je suis parti en vacances, j'ai été malade, mais il n'y a pas de souci, Virtuosa, je suis toujours content de la solution, il reste en adoption, c'est parfait. Si maintenant il se dit, oh, effectivement, j'ai été un petit peu en perdition, mais je suis toujours positif, je veux toujours utiliser votre solution, il y a juste peut-être certains points que je souhaiterais affiner, et là, il passe plus en rattrapage et on retourne dans un process plus onboarding. Donc, on détermine les nouveaux besoins qu'ils souhaitent avoir. Et puis, on refait la même boucle avec différentes visios de suivi si nécessaire. Et alors, la partie vraiment tout à droite, si le client, il est en perte de vitesse, mais il ne veut pas spécialement reprendre et réutiliser Virtuosa, là, on a 4 catégories. Soit parce qu'il estime que c'est trop cher au final, soit parce qu'il y a des manquements fonctionnels, vraiment des fonctionnalités qu'il ne retrouve pas dans Virtuosa et qui sont importantes pour lui, soit c'est pas la cible, il se rend compte après quelques mois d'utilisation qu'en fait ça correspond pas vraiment à ses besoins, et ou alors c'est carrément ghost, enfin voilà, il est fantôme, donc on essaye de le joindre, mais pas moyen de l'avoir au téléphone, pas moyen de le joindre par mail, il est un peu ghost. Et donc, pour chacun de ces catégories à risque, on a un petit process qui est défini également sous forme de playbook. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que on est Scaling qui nous crée nos tâches automatiquement en fonction du besoin. Si le client, tout va bien, à ce moment-là, on a juste une alerte, une tâche à 6 mois et 1 mois avant la fin de sa date anniversaire. Et alors, on a une alerte si le client ne crée pas de devis, donc s'il n'utilise pas la solution, on a une alerte pour le rattraper assez rapidement, en fait. Avant que soit il n'utilise plus du tout Virtuosa, soit qu'il aille pire voir une autre solution. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'être proactif plutôt que d'être réactif. Et donc, ça évite justement d'avoir ce mode pompier qu'on avait avant. Là, on est proactif et je pense que le client est super, super intéressé d'avoir cette approche justement proactive de notre part, en fait. Et, et là, tu parles du coup, d'ailleurs, du point de vue du client, de votre point de vue. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu peux témoigner un peu justement sur les résultats que vous avez obtenus suite à la mise en place de ces automatisations? Ouais. Ici, c'est vraiment un gain de temps puisqu'on ne perd plus de temps, entre guillemets, à contacter peut-être des clients pour qui tout va bien, hein. Ça nous permet de mieux nous organiser puisqu'on a notre liste de tâches à réaliser. Donc là, c'est devenu notre dashboard, hein. On a ces tâches en scaling et puis on les shoot au fur et à mesure de la journée. Et donc, on contacte le bon client au bon moment. Ça, c'est vraiment super important. Ça libère de la charge mentale puisqu'on ne doit pas se dire « Ah ouais, il y a tel client, ça fait 6 mois qu'il a signé son contrat, donc je dois le connecter, je dois le contacter. » Ici, c'est Scaling qui nous remonte l'info. Donc, ça libère une charge mentale à ce niveau-là. On peut du coup traiter plus de clients et ça on a dû le faire puisque notre groupe de clients a fait x3 ici en 1 an et donc on peut traiter plus de clients par CS tout en gardant ce contact humain puisqu'on a toujours ce call en direct avec le client, on a ces visios en direct avec les clients, donc ça nous permet de bien organiser notre temps et d'être beaucoup plus efficace. On peut faire du vrai succès, on n'est plus en mode pompier, on est vraiment en mode succès puisque toute la partie plus question au day-to-day du client, c'est via la partie support, via l'équipe support dédiée et donc via Intercom. Donc nous, via Scaling, via ces process, on peut vraiment se consacrer à du vrai succès, la vraie valeur ajoutée pour le client. Et alors, grâce à ça aussi, non seulement on a pu gérer plus de clients, mais en plus, on a pu mettre en place des projets. Donc, chaque CS a un projet en particulier qu'il peut faire à part de son job de CS pour justement faire évoluer l'équipe. On est encore en mode, encore en mode startup, donc il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on peut automatiser. Et donc, on a chacun la mise en place d'un projet à part. Donc, on peut consacrer, ici, on consacre 4 à 5 heures par semaine à un projet sur le côté, en plus de notre job de CSM. Grâce justement à ces process qui ont été mis en place et qui nous permettent de se dégager du temps.
Ça marche. Juste, est-ce que vous pouvez peut-être pour, conclure sur ça, partager, quelques conseils, en tout cas quelques conseils qui ont été valables dans votre configuration, Virtuosa par rapport à la mise en place des playbooks et les apprentissages que vous avez pu avoir, hem, par rapport à cette mise en place? Oui, bien sûr. Donc, ça rejoint, hein, de nouveau ce que Guillaume expliquait, avec, la composition des playbooks et ce que je disais juste avant avec, nos prérequis. C'est vraiment la notion de ne pas chercher à tout automatiser. Mais nous, il y a aussi l'aspect effectivement parce que c'est notre clientèle qui a ce besoin de contact humain, mais je pense que même au-delà de ça, pour n'importe quel, utilisateur de Scaling finalement, le risque à vouloir trop automatiser, c'est peut-être de perdre une vue, concrète sur les choses. Il y a toujours le CSM Pulse qui est manuel et qui est selon notre feeling avec le client. Et je pense que ça garde une dimension importante. Et donc, pour ça, il faut garder, si pas un contact avec le client, au moins une vue et au moins se forcer à se plonger de temps en temps dans le cas de ses clients, sans vouloir vraiment chercher à tout automatiser pour limite que ça tourne tout seul sans nous. Je pense que c'est pas le but. En tout cas, nous, ça n'a pas été le nôtre. C'est vraiment automatiser ce qui peut l'être, comme disait Guillaume, pour gagner du temps et pour favoriser un meilleur contact quand il y a contact, quoi. Et donc, Et on a j'en automatisé. profite. Ah, Ouais, excuse-moi, j'en profite pour, te poser 2 questions en fait qui sont, corrélées à ça. ouais, Il y a ouais. Lucie qui demande combien vous avez de CSM aujourd'hui dans l'équipe et Marine qui demande combien est-ce que vous gérez de clients? Tu l'avais dit au début, mais, voilà, si vous pouvez, repréciser ça parce que effectivement votre contexte fait que vous n'avez pas eu l'enjeu, ou la volonté de tout automatiser, ce qui est pas forcément, vrai pour tout le monde. Donc voilà, si tu peux juste repréciser ça. Bien sûr. Nous, on a 8 personnes qui travaillent vraiment dans le département CS à temps plein. Et maintenant, c'est comme on expliquait juste avant, il y a la notion de side project. Et chez certaines personnes, ça prend plus de place que chez d'autres. Ça dépend aussi de nos affinités avec vraiment le suivi client. Et donc, on est quelques-uns à travailler essentiellement 80% du temps en suivi client. Et il y en a d'autres qui prennent moins de clients parce qu'ils sont plus focus sur vraiment des projets en interne. Et donc ça dépend un peu des compétences et des affinités de tout un chacun avec certaines tâches ou d'autres. Donc, on est tous dans le département CS, mais certains font plus vraiment de suivi client et donc vont être plus dans Scaling que d'autres, tout simplement parce que ça fait partie de nos postes. Guillaume et moi, par exemple, on a nos side projects, mais comme expliquait Guillaume, ça prend 4 à 5 heures sur la semaine. Le reste du temps, on est vraiment 100% focus client. Et on a des collègues qui, grâce à Scaling et aux automatisations, vont pouvoir assurer un plus petit portefeuille tout en continuant de faire plus de l'opérationnel ou plus des tâches en rapport avec le cleaning de la data, etc., faire des reporting. Voilà, il y a toute une série de choses que nos collègues vont pouvoir faire tout en prenant quand même certains clients dans leur portefeuille, puisqu'on Mais a su automatiser tout ce qui est formation, etc. Et pour les clients, la question, c'est combien de clients, enfin, quel type de clients ouais, on c'est a. ça, et vous, vous aviez dit que vous gériez 150 à 200 clients, c'est ça que vous Oui, aviez c'est dit ça. en intro Nous, à peu dedans, près, plus ou moins 200 vous aviez clients. Ouais, 150 à 200 clients Ouais. par, CSM, en tout cas, c'est le cas pour Guillaume et toi? et c'est Ouais. des entreprises allant de la plus petite structure, du gars qui est tout seul, vraiment tous les jours sur son chantier, à vraiment des très grosses entreprises qui ont parfois plusieurs implantations. Donc, on gère ça avec un score qu'on donne en interne à nos clients. Et comme ça permet d'évaluer un peu les portefeuilles pour que ce soit équilibré. Donc, c'est pas tant le nombre qui compte, c'est aussi plein d'autres choses qui rentrent en jeu, évidemment, dans l'équation, quoi. Ça marche. OK. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si je passe au point suivant. Ouais, tu peux passer au point suivant. Je t'oublie pas, j'ai vu une question d'Anaïs, mais du coup, on y répondra juste après, je te laisse, poursuivre sur ton deuxième point. Ok, et voilà, le deuxième point, c'est vraiment de ne pas chercher à tout faire dans un seul playbook. On a rapidement abandonné cette idée parce qu'on s'est rendu compte de l'efficacité que ça avait de travailler avec plusieurs playbooks, comme l'a vraiment bien expliqué Guillaume. Donc, je pense pas qu'il faut revenir en détail sur cette composition-là. Mais l'idée, c'était vraiment de diviser les choses. En plus, si on apporte un changement à quelque chose, c'est beaucoup plus simple si ça fait partie d'un plus petit ensemble, parce que réécrire le flux toutes les 2 semaines, à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a un petit couac, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande de changer énormément de triggers, de se reposer tout le temps des questions qu'on a l'habitude de se poser. Donc, on a essayé vraiment de décomposer un maximum les choses. Et comme ça, si on doit apporter un changement quelque part, c'est plus facile. Et voilà, ça donne de la granularité à chaque playbook qu'on a. Et ça nous permet vraiment de mettre automatiquement un playbook
enfin le bon playbook au bon client au bon moment, quoi. Que si c'est vraiment un gros playbook pour tout, bah, finalement c'est un peu fourre-tout et ça va plus dans le détail, c'est plus assez sur mesure pour notre clientèle. Ouais, nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne de manière générale. Effectivement, on essaie de plutôt de décomposer. C'est plus facile à maintenir, c'est plus lisible, voilà, et privilégier en fait le fait d'avoir un playbook qui, à l'issue, va enchaîner sur d'autres playbooks ou qui va avoir plusieurs branches qui vont pouvoir appeler des playbooks différents, mais essayer de décomposer au maximum. Ça permet d'être souvent plus précis et effectivement d'avoir des choses qui sont plus faciles à maintenir. Bah, merci du coup, en tout cas pour, votre témoignage et pour, du coup, reprendre, juste un dernier petit quiz avant de passer, aux questions. Je vais publier le dernier petit sondage, en attendant, donc je vais prendre, la question d'Anaïs qui patiente depuis, tout à l'heure. Les mails dans les playbooks sont-ils envoyés automatiquement ou le CSM doit faire une action manuelle pour les envoyer? Alors en fait, les 2 possibilités existent, c'est-à-dire que, vous avez, c'est tout à fait possible dans Scaling de programmer des emails qui partent en full automatique. Voilà, donc, on a des clients qui ont, un volume par CSM de clients, beaucoup plus important que Virtuosa et qui sont dans des, optiques plus low touch et qui, décident du coup de passer sur un mode full automatique. Voilà, donc là, bah, il vaut mieux être sûr de son paramétrage parce que l'email partira quoi qu'il en soit. Il y a un deuxième mode, qui consiste à dire qu'il y a une validation manuelle par le CSM. C'est-à-dire que l'email est généré, il apparaît dans une rubrique particulière de Scaling où le CSM peut l'éditer parce qu'il veut rajouter une petite accroche, un peu personnalisée, par rapport à l'email qu'il envoie ou éventuellement dire: «Ah non, mais en fait, du coup, j'ai échangé par SMS, hier avec mon client. Du coup, c'est plus la peine, que je lui envoie ce message-là». Donc ça, c'est tout à fait possible et on essaye au maximum dans Scaling, de, permettre au CSM de reprendre la main sur des actions qui sont automatisées. C'est-à-dire que, par exemple, on peut tout à fait, à l'intérieur d'un playbook, mettre aussi des actions manuelles. C'est-à-dire que, qui vont être qualifiées par le CSM lui-même. C'est-à-dire, je donne un exemple, j'ai un playbook qui se déclenche parce que, j'ai pas d'usage de la part de mon champion, je reste sur cet exemple-là, depuis 15 jours. Je peux avoir une question à un moment qui va être de dire, ben, au CSM: «Normal, pas normal?» Oui, c'est normal en fait qu'il soit pas connecté. Je sais qu'il est parti en voyage de noces, donc en fait, il y a pas vraiment de sujet, il y a pas vraiment de problème. À l'inverse, je sais très bien qu'il est au bureau et il aurait dû utiliser la fonctionnalité. Du coup, je décide effectivement, d'activer mon playbook. Donc on peut avoir comme ça plusieurs niveaux, heu d'automatisation, voilà, soit du contrôle CSM, soit, laisser, entièrement la main, à la machine, entre guillemets. Hem, heu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a quelques-unes, hein. Comment avez-vous automatisé vos formations? Alors Alors, ouais, c'est un peu un autre sujet, mais peut-être que Guillaume, tu veux répondre sur ça? bon, 2 mots, hein. Jusqu'au mois de novembre, on avait des formations qui étaient données en direct. Donc, c'était justement via Livestorm, on faisait des formations les lundis, mercredis, vendredis. Et idem, toujours dans l'idée de se dégager du temps, ici, on a enregistré toute la matière de la formation sous forme de petites vidéos et on utilisait Thinkific, qui est un logiciel qui permet d'avoir, un outil en ligne qui permet d'avoir justement un parcours de formation euh, sous forme de petites vidéos de 5 à 10 minutes. Et donc, le client suit les formations à son rythme, quand il a le temps, plutôt que de devoir se bloquer les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. Et nous, ça nous libère énormément de temps également pour poursuivre nos clients. Et je rigole juste, du coup, ça va répondre à une autre question. C'est ce genre de side project qui est mis en place chez nous, dans le sens où il y a quelqu'un qui est du coup en charge de maintenir cette académie, puisqu'on appelle ça notre académie, enfin à jour, puisqu'on a des mises à jour constantes sur le logiciel. Donc il faut que les petites capsules vidéo qu'on a découpées en chapitres pour les leçons de formation, on va dire, soient tout le temps à jour compte tenu des évolutions du programme. Donc on a une personne qui a ça comme side project, c'est de maintenir cette académie à jour. Moi, je suis en charge par exemple du marketing client, de la communication in-app avec Intercom. Ça répond aussi à une autre question de François qui demandait pourquoi Scaling en plus d'Intercom, parce que franchement pour nous
nous, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment complémentaire. D'ailleurs, d'avoir le suivi des tickets intercom qui remontent dans Scale-in. Moi, j'ouvre la fiche d'un client, je vois les questions qui ont été posées au support. Mais pour ça, c'est super utile, quoi. Et puis, dans l'intercom, je vais l'utiliser vraiment plus pour du marketing in-app, pour de la communication sur certains points ou quoi. Mais c'est vraiment deux choses complètement différentes à notre sens. Et donc, c'est tous ces genres de side projects qui sont mis. Guillaume s'occupe de la mise en place de Scale-in dans l'entreprise. Donc, chacun a vraiment son petit créneau en fonction de ses affinités. C'est ça qui est cool, c'est qu'on nous a aussi demandé notre avis. Donc, on a pu chacun un peu choisir une petite spécialisation. Et donc voilà, ça c'est un des nombreux avantages que Scale-in nous a permis de mettre en place, et combiné avec l'ouverture d'esprit chez Virtuosa et cette volonté toujours d'aller un peu plus loin dans notre poste de CSM pour que ce soit satisfaisant pour nous, qu'on apporte vraiment de l'enthousiasme à nos clients. Mais voilà, ces deux choses combinées ensemble sont vraiment géniales. Ça marche. Et du coup, alors, je crois qu'il y a Tom et François qui n'ont pas bien entendu le nom de l'appli recording. Donc, est-ce que vous pouvez le redonner, peut-être même le répondre par écrit, soit dans le chat, soit dans la partie questions? Je vais le mettre en réponse hop là, à la question. Ça marche. Et puis, bah, écoutez, pour terminer, du coup, s'il y en a qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent prendre contact avec nous pour automatiser leur parcours client, mettre en place un score de santé, etc., on se tient à votre disposition. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur notre site scalin.io. Voilà, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un de nos experts pour avoir une démo et discuter de votre projet, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, et puis avant de se quitter, dernière question de Arnaud: est-ce que Scale-in est utilisé par d'autres départements, sales, direction, marketing, finance? C'est une bonne question. Nous, on va dire vraiment notre cœur de cible, c'est vraiment les profils customer success comme on l'a évoqué. Par contre, effectivement, ça arrive alors, tu as pas cité le produit par exemple, mais ça arrive aussi que les équipes produits s'appuient sur Scale-in pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur leur produit. Alors sales, c'est pas tellement le public pour le coup. Nous, souvent les informations, ce qui est logué dans Scale-in, et cetera, on va plutôt avoir vocation à le remonter dans un CRM pour que les équipes sales aient accès aux notes, aux commentaires que les CSM ont pu laisser dans Scale-in. Et de la même façon, on va par exemple pouvoir remonter un score de santé dans HubSpot ou Salesforce pour que les sales aient accès à cette information. Mais c'est pas tellement le public qui est visé par Scale-in. La direction, bien sûr, le marketing, de façon plus secondaire, et la finance, ouais, notamment, quand, c'est eux qui ont un suivi sur, tout ce qui est renouvellement des contrats, la facturation, et cetera. Donc voilà, donc c'est plutôt des populations, on va dire, secondaires, à part la direction qui effectivement est souvent assez partie prenante, là-dedans. Mais voilà, donc pour répondre à cette question. Et François, alors, ouais, intéressé pour en savoir plus sur le Health Score, je pense que ça, ce sera l'objet. On fera d'autres webinaires sur le sujet. Là, on va être un peu court pour répondre à cette question qui mérite un développement en tant que tel. Donc voilà, donc soit on peut voilà, échanger directement à ce sujet, soit effectivement, il y aura des éléments sur de prochains webinaires. On écrit aussi beaucoup sur le sujet sur notre blog. Il y en a, je sais, parmi vous qui suivent notre blog régulièrement. Donc n'hésitez pas, on a aussi pas mal de sujets, voilà, qui parlent de health score, et cetera, qui expliquent notre approche. Voilà, et sinon, donc rendez-vous sur un prochain webinaire. Il est du coup 14h59. J'ai l'impression de faire l'animateur radio en disant ça. Vous avez certainement des réunions qui vont démarrer à 15h. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup Sam, Guillaume, pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Et puis écoutez, bonne fin de journée à tout le monde. Merci, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.